Bonjour, Pierre Louramal, je suis data engineer dans l'équipe de data.gouv.fr, en charge notamment de la qualité des données et donc des schémas, des standards, etc. Et Johan Richer, chargé de déploiement sur la qualité des données. Et on va vous parler de notre sujet favori à Pierre-Loup et moi, la qualité des données. C'est un format ouvert, on est là pour notamment répondre à toutes vos questions et on a l'écran qui s'affiche avec vos questions, donc c'est le moment, n'hésitez pas si vous en avez. Mais pour commencer, on peut peut-être se poser la question, pourquoi ? À quoi ça sert ? Revenir peut-être sur les fondamentaux pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du sujet, puisque c'est aussi le but, c'est que vous soyez là pour apprendre et découvrir ce sujet qu'on adore. Pierre-Loup, je t'en prie, si tu veux commencer à nous expliquer c'est quoi et pourquoi on fait... On standardise les données. Exactement. Sur data.gouv.fr, qui est donc la plateforme nationale de catalogue des données publiques françaises, il y a beaucoup de données qui arrivent de beaucoup de producteurs différents et il s'avère que parfois c'est la même donnée, c'est la donnée qui est produite par des entités différentes mais qui a trait au même sujet. Et quand c'est comme ça, c'est dommage, ce serait dommage que la donnée soit publiée dans des formats différents, parce que du coup, elle serait difficilement agrégable à une échelle plus grande. Et donc, c'est à ce moment-là que la standardisation devient un sujet qui est très important. C'est pour se permettre, avoir la possibilité d'agréger la donnée, de la consolider à une échelle plus grande, pour ensuite la redistribuer dans un format qui soit est le même, soit un format différent, mais au moins que la donnée soit centralisée et accessible au plus grand nombre, plutôt que chacun ait à aller chercher la donnée à plusieurs endroits chez chacun des différents producteurs. Donc ça, c'est vraiment un des points clés de la standardisation des données, de ce pourquoi on fait ça et ce pourquoi on milite pour que la donnée qui est publiée le soit dans certaines conditions spécifiques de structure et de qualité. C'est justement pour permettre cette agrégation, notamment à l'échelle nationale. Est-ce que tu veux peut-être nous donner un exemple où c'est pertinent? Oui, bien sûr. Bien sûr. Un des exemples phares de la plateforme data.gouv.fr, c'est le sujet des bornes de recharge de véhicules électriques. Les bornes de recharge de véhicules électriques qui sont du coup installables par différentes entités, que ce soit des entreprises, des administrations, pour que il y a une subvention à la clé en fait. Il est possible d'obtenir une subvention lorsqu'on installe une borne de recharge de véhicules électriques chez soi. Et pour obtenir cette subvention, il faut que la donnée soit publiée sur DataGouv. Et donc la donnée, elle est irriguée, la plateforme DataGouv en fait est irriguée de plein de producteurs différents, parfois des fichiers qui sont très petits, qui font quelques lignes. Et donc là, on est vraiment dans un cadre où il y a énormément de producteurs différents. Sur DataGouv actuellement, sur les bornes de recharge de véhicules électriques, je vais peut-être abréger IRVE de leur petit nom, on a plus de 1500 producteurs différents. Donc ça fait beaucoup de petits fichiers et les fichiers sont en général publiés selon le standard IRVE qui a maintenant plusieurs années. Et donc ça permet de publier un fichier qui est mis à jour quotidiennement, qui est une consolidation nationale et qui lui est énormément utilisé et réutilisé puisque on peut se baser dessus et avoir la totalité des données qui sont publiées sur le sujet des IRVE sur la plateforme plutôt que d'avoir à aller requêter la totalité du catalogue de DataGouv pour aller piocher des petits fichiers par-ci par-là. Ça c'est vraiment le sujet phare sur lequel qui a amené les schémas au stade où ils en sont aujourd'hui sur DataGouv. Donc en résumé, voilà, c'est quand il y a une multiplicité d'intervenants sur une politique publique à l'échelle nationale, par exemple, et qui ne travaillent pas forcément de façon concertée, mais qui produisent des données qui ont vocation à être ouvertes, de façon à parler le même langage, de façon à ce que ces fichiers soient interopérables, eh bien on a un schéma. Donc un schéma, c'est finalement un template pour aider les personnes qui vont produire les données à ce que ça soit formaté dans une structure standard. Voilà. Exactement. Et un gros avantage aussi de publier selon un standard ou un schéma de données plus précisément ici, c'est que la description, la documentation des données, en fait, elle est toute faite, elle est centralisée également. Il y a juste à dire, moi je publie selon ce standard-là, et si tout le monde dit ça, alors la documentation du standard, elle est unique, elle est à un endroit spécifique. Par exemple, sur Schéma DataGouv, qui est le catalogue national des standards de données en France,
Et donc cette documentation, elle existe pour tous les producteurs qui publient selon ce standard-là. Donc il n'y a plus besoin non plus pour chaque producteur de republier une documentation en disant, là, par exemple pour un fichier tabulaire, la colonne 1 elle représente ça, la colonne 2 elle représente ça, etc. On a directement le fait de dire, moi je publie selon ce standard-là. Si vous voulez la documentation, elle se trouve là-bas, et donc tout le monde peut pointer vers ce référentiel-là. Donc c'est très pratique aussi pour la documentation des données publiées. Donc c'est utile à la fois pour les producteurs, mais aussi pour les réutilisateurs des données. Exactement. C'est très utile. Voilà. Vas-y, je te laisse. Ouais, parce que du coup, pour les producteurs, ça leur permet d'avoir un format, ils n'ont pas besoin de se poser la question comment formater leurs fichiers, quelle colonne je mets, qu'est-ce que je mets pas dedans, sachant que on permet la possibilité dans un schéma d'avoir des colonnes supplémentaires, si il y a des données par exemple métiers qui paraissent utiles à un producteur mais pas à un autre, ils ont la possibilité éventuellement de rajouter des colonnes, mais l'important c'est qu'il y a un certain nombre de colonnes communes qui forment le schéma. Donc pour les producteurs, ça a un intérêt, c'est la facilité de la production, et également on a la possibilité d'adosser à un schéma des outils de production, de façon à ce que directement dans un outil comme Excel ou Grist ou publier.etalab.studio, publier.etalab.studio qui est donc un outil fourni par DataGouv qui, à partir d'un schéma, donne directement la structure du fichier sous forme tabulaire, typiquement Excel ou formulaire. Voilà. Pour le producteur, le fait qu'il y ait un schéma qui existe, ça simplifie la vie. Et donc pour les réutilisateurs, on l'a dit, ça permet notamment l'agrégation. Peut-être tu peux... Oui, ça permet d'avoir un seul fichier agrégé, et donc pour les réutilisateurs d'aller se baser directement sur ce fichier consolidé-là. Sur les IRVE, je t'en parlais tout à l'heure, c'est un fichier qui est énormément réutilisé. En fait, tous les petits fichiers sont assez peu téléchargés. Par contre, le fichier consolidé nationalement, il a été téléchargé plusieurs dizaines de milliers de fois, parce que c'est un fichier en fait qui fait vraiment état de standard à l'instant T, vu qu'il est mis à jour tous les matins, avec toutes les données qui sont publiées et validées sur DataGouv. C'est vraiment la référence pour les infrastructures de recherche de véhicules électriques, et ça permet ensuite d'irriguer tous les applicatifs qui voudraient se brancher dessus pour faire de l'aide aux voitures électriques, pour dire cette borne-là elle est à proximité, et en plus vous pouvez voir selon le standard combien il y a de prises disponibles ou pas, avec en plus un autre standard IRVE qui lui est adossé, qui permet de voir normalement plus ou moins en temps réel si les bornes sont disponibles ou pas. Donc c'est vraiment toute une articulation qui permet qu'une fois que la donnée est publiée de façon standardisée, nous on passe dessus, on la consolide de façon automatique, on y reviendra, et derrière les réutilisateurs peuvent beaucoup plus facilement se brancher à un point d'entrée unique. Ouais, effectivement, on pourra revenir sur l'automatisation, mais là on en est encore un peu à la définition du contexte et qu'est-ce qu'un schéma. Je vois qu'il y a déjà une question là-dessus sur techniquement à quoi ressemble un schéma. Des personnes par exemple demandent est-ce que ça serait comme un fichier XSD, fichier XSD qui est donc un autre type de standardisation. Donc nous on parle plutôt d'autres types de formats en fait. Oui. Les deux formats majoritaires que nous on promeut, en tout cas on met en avant parce qu'on pense que c'est des formats qui sont assez simples d'utilisation et qui permettent de décrire assez bien les données. Ce sont d'un côté le standard Table Schema, qui est un standard international sur les données tabulaires, donc typiquement un CSV ou un Excel, donc de la donnée qui est structurée à plat sous forme de tableau avec des en-têtes de colonnes et ensuite des données dans les colonnes. C'est donc un standard qui permet de définir colonne par colonne quels sont les noms, les labels des colonnes attendues, et ensuite de mettre une description et de mettre potentiellement des contraintes sur les colonnes. Donc de dire par exemple, dans cette colonne-là on attend un entier, ou dans cette colonne-là on attend une date, ou dans cette colonne-là on attend une chaîne de caractères, mais qui ne peut être que dans un certain nombre de valeurs attendues. Ça c'est très utile du coup pour éviter par exemple tout ce qui est faute de frappe, ou que des gens mettent des accents et d'autres personnes non. Au moins c'est très structuré, et on sait que la donnée lorsqu'elle arrive sur DataGouv, elle est déjà structurée correctement, en tout cas autant que faire se peut, si les producteurs sont au courant et passent par les bons canaux de publication. Donc ça c'est très pratique. Effectivement le standard XSD qui permet d'écrire du XML, le XML c'est un format de données qui est, on va dire, un peu moins agréable à manipuler, notamment pour le commun des mortels via des
des logiciels assez classiques, typiquement un Excel ne pourra pas vraiment ouvrir un fichier XML. Pour de la donnée arborescente, donc par opposition à la donnée tabulaire, pour de la donnée arborescente, nous on promeut plutôt l'utilisation de fichiers JSON qui sont très interopérables et relativement faciles à lire aussi par une personne. Et ça passe du coup, quand on parle de standardisation, par le standard JSON Schema, qui permet donc de décrire, en fait c'est un fichier qui décrit lui-même, un fichier JSON qui décrit lui-même la structure d'autres fichiers JSON, et donc de structurer de la donnée arborescente également. Donc ça remplace un petit peu le formalisme XSD, dans le sens où on décrit de la donnée arborescente, juste le type de fichier attendu est un peu différent. Tout à fait. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, le point d'entrée, hein, si vous avez une seule chose à retenir, c'est le site schema.data.gouv.fr. Donc on le redonnera à la fin, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est là où vous avez un catalogue qui vous permet déjà de découvrir les schémas qui sont référencés par l'équipe data.gouv.fr, qui donne aussi la documentation pour chaque schéma, mais aussi le contexte qu'on a un peu présenté. Et vous avez de la documentation qui vous permet de comprendre le fonctionnement des différents schémas, et notamment aussi dans le catalogue de pouvoir filtrer les schémas selon notamment les deux types que Pierre-Loup a présenté. Table Schema, donc vous l'avez compris, pour des fichiers tabulaires que vous allez pouvoir ouvrir sur Excel, qui sont, je pense, la majorité de ce que vous retrouverez ensuite sur data.gouv.fr, et puis effectivement des schémas JSON, plutôt pour des données géographique. Eh bien, on peut aussi parler de la création. Comment est-ce qu'on crée un schéma, pas tant d'un point de vue technique, parce que c'est un peu de ça dont on a parlé jusqu'à présent, mais en fait, qu'est-ce qui amène à la création d'un schéma? On en a un petit peu parlé, c'est un besoin métier, une politique publique, mais quand un agent dans une administration, par exemple, se rend compte qu'il y a un besoin, quelle est l'étape d'après pour commencer en fait à la création d'un schéma, d'un point de vue, avant parfois de le créer techniquement, mais il y a une question de discussion et d'ouvrir, puisque comme on l'a dit, il s'agit de mettre en commun aussi entre des données de différents producteurs, donc il y a aussi une concertation à avoir peut-être. Oui, totalement. Donc généralement la commande elle arrive, on a deux grandes portes d'entrée en termes de besoins. C'est soit une commande qui émane d'une demande généralement politique, donc de dire il y a une politique publique qui se crée, et donc on sait qu'il y a de la donnée qui va être amenée à être publiée, et dans ce cas c'est généralement une demande comme celle qu'on a eue sur l'indice de réparabilité par exemple, où donc le ministère de la Transition écologique a rendu obligatoire la publication de données pour tout un tas d'appareils électriques et électroniques concernant leur indice de réparabilité. Et donc on a travaillé avec le ministère pour établir un standard de publication de données qui permettrait donc d'agréger les données facilement. Donc ça c'est la façon un peu du haut vers le bas de publier un fichier, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore les producteurs, on sait qu'ils vont être nombreux, et donc on crée un standard pour que les producteurs, pour faciliter la production des données par la suite. Et il y a aussi la deuxième approche dont tu parlais, qui est plutôt le côté où en fait sur le terrain, certaines personnes, des producteurs de données, se rendent compte qu'ils doivent publier de la donnée, et se demandent la meilleure façon de le faire. Parfois même on a déjà de la donnée qui est publiée, ou on va avoir plusieurs producteurs différents qui vont publier. Et alors le cas un petit peu complexe, c'est quand on a déjà plusieurs producteurs qui ont déjà publié de la donnée, et parfois dans des formats différents. Et donc là, c'est un peu tard dans ce cas-là, mais dans l'idéal, il faut s'y prendre un petit peu avant, et se dire, là je vois qu'il y a de la donnée qui va être produite, potentiellement je ne suis pas le seul, ou on est plusieurs autour de la table à se dire, on va publier la même chose, comment est-ce qu'on se met d'accord? Et donc là, c'est la façon plutôt du bas vers le haut pour aller créer un schéma de données, une remontée terrain clairement, de se dire, là on va produire de la donnée, il nous faut un standard commun pour arriver à produire de la donnée de qualité et structurée. Dans les deux cas, je vais dire plutôt dans le second, dans le premier, généralement, on est nous-mêmes contactés, parce qu'on via Schéma DataGouv, qui est du coup le catalogue national, on est contacté par l'administration qui veut pousser du coup une politique publique. Dans le cas contraire, où c'est plutôt des remontées du terrain, le point d'entrée maintenant, qui est le point d'entrée classique, c'est le forum.data.gouv.fr, sur lequel il y a un canal spécifique dédié à la standardisation et au schéma de données, sur lequel du coup n'importe qui peut dire moi j'ai de la donnée à publier, ou j'aimerais bien participer à la création d'un groupe de travail sur un sujet de standardisation spécifique. Et donc là se lance du coup nous côté DataGouv, on va réorienter vers les bonnes personnes.
Quand c'est de la donnée géolocalisée, ce qui est assez souvent le cas, on travaille en collaboration très étroite avec le CNIG, le Comité national de l'information géolocalisée, qui... On les salue. Oui, on les salue, ils doivent être dans le chat. On a opéré un grand rapprochement donc pour à la fois avoir référencé les standards du CNIG dans le catalogue national schéma DataGouv, et le CNIG aussi a fourni un effort assez substantiel de passer par la production de schémas de données en plus de standards un peu plus méta généralement. Et donc le CNIG, c'est vraiment le point d'entrée dans un second temps pour standardiser de la donnée géolocalisée, et après pour des commandes qui sont pour de la donnée qui ne serait pas géolocalisée. Alors ça se passe généralement juste avec l'équipe de DataGouv, moi-même, Johan, d'autres personnes dans l'équipe, où on se met d'accord du coup avec les différentes parties prenantes. On essaye à chaque fois d'aller chercher un maximum de personnes qui seront amenées à être producteurs de données, pour que chacun référence à la fois ses contraintes et potentiellement ses idées, pour aboutir au meilleur compromis possible en termes de publication. Ne pas oublier des colonnes spécifiques par exemple, ou ne pas contraindre trop dans un sens ou dans l'autre les colonnes, afin que on aboutisse finalement à un standard qui soit adopté, puisque c'est ça le vrai nerf de la guerre en fait sur ce sujet. C'est que c'est très facile en fait de créer un standard de données et de se dire regardez, j'ai créé un standard, moi je le respecte. La question c'est est-ce que tout le monde le respecte sur le sujet? Et ça c'est beaucoup plus compliqué à atteindre, puisque comme je disais, chacun a un peu ses contraintes de production et de publication de données. Donc dans l'idéal, il faut vraiment rassembler toutes les parties prenantes, ou un maximum, pour créer de l'attraction et faire en sorte que le schéma prenne et que la donnée qui soit publiée respecte globalement le schéma de données. Il faut vraiment effectivement prendre le temps de discuter avec les autres producteurs, les autres parties prenantes, les acteurs à l'échelle nationale comme le CNIG, qui ont vraiment une valeur ajoutée. Effectivement, parce que sinon, et on le voit dans notre catalogue schéma.data.gouv.fr, il y a des schémas qui sont peu adoptés, parce que souvent, il n'y a pas il ne répond pas à un réel besoin à l'échelle nationale. Moi, je dis souvent, un standard, voilà, ça ne se décrète pas. Un standard, c'est un schéma qui a réussi, qui a trouvé une adoption, qui a répondu à un réel besoin, notamment pour l'agrégation des données, pour avoir une cartographie à l'échelle nationale, sans avoir besoin de faire un gros travail de nettoyage, comme c'est le cas typiquement. Donc le forum, effectivement, c'est relativement nouveau. Avant, on privilégiait directement la création de tickets sur github.com pour les personnes qui connaissent. Donc c'est une interface plutôt technique. On a voulu que ça soit ouvert à toutes et tous, de discuter de la création d'un schéma ou d'un besoin, quel qu'il soit, sur une politique publique. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte sur forum.data.gouv.fr. Et comme l'a dit Pierre-Loup, on invite toutes les parties prenantes aussi à discuter. Et ensuite, il y a différents lieux où le schéma va vivre. Nous, on les référence sur schéma.data.gouv.fr. Mais après, le schéma, en général, il vit sur un dépôt GitHub. Et il y a des mises à jour, puisqu'une fois qu'un schéma est créé, c'est pas fini. Il y a souvent des mises à jour. Donc il y a aussi cette approche itérative à adopter. On a parlé du CNIG, mais il y en a bien d'autres. Je prends un autre exemple de schéma. Tu as parlé des recharges, des infrastructures de recharge de véhicules électriques, les IRVE. Un autre exemple que je cite souvent, c'est les lieux de covoiturage. Parce qu'il y a eu à l'époque une grosse concertation justement entre différentes parties prenantes qui ne se connaissaient pas forcément sur un sujet donc commun qui est le covoiturage, mais qui implique en fait à différentes échelles des collectivités, des administrations de l'État qui s'occupent de cette politique publique, notamment le ministère de la Transition écologique, mais aussi des acteurs privés. Là, en l'occurrence, Blablacar avait été impliqué dans la création du schéma, puisque c'était un acteur qui disposait déjà de données sur les lieux de covoiturage. Donc, ils ont joué le jeu de l'ouverture des données, et ils ont joué le jeu de la discussion et de la concertation avec les acteurs qui disposaient de données, en l'occurrence plutôt les collectivités, puisque c'est elles qui mettent en place des lieux de covoiturage le plus souvent. Et donc c'est avec un groupe de travail dédié, avec la Fabrique des mobilités également, qui est un autre acteur, une autre partie prenante très importante sur ce sujet qui est la mobilité. Voilà, c'est pour donner un exemple, en fait, au cas par cas, selon le métier, selon le sujet, selon la politique publique, on s'occupe un peu
de mettre autour de la table les différentes parties prenantes de façon, et c'est notre intérêt que le schéma soit adopté de façon à ce qu'il y ait le plus de données publiées qui respectent ce schéma, de façon à ce que à la fin on ait une cartographie qui soit représentative. Et là sur les lieux de covoiturage, je ne sais plus le chiffre, mais voilà, on a une cartographie, une base nationale des lieux de covoiturage qui est représentative et relativement exhaustive le plus possible. Et le schéma qui existe depuis plusieurs années a pu être ensuite amélioré dans le temps. Voilà, pour vous donner un autre exemple. Je vois une question arriver à la volée, et c'est vrai qu'on a tendance à employer les mots standard et schéma indifféremment. C'est une question qu'on se pose beaucoup et qui est beaucoup posée en règle générale sur la différence entre les deux. La façon, c'est assez, je sais pas s'il y a une façon globale de le voir. La façon dont je le vois moi, c'est qu'un standard, c'est quelque chose qui parfois est un peu conceptuel, et le schéma va retranscrire cette dimension-là de façon beaucoup plus terre à terre, avec des contraintes techniques, et un fichier qui va être très, très interopérable, notamment un fichier JSON par exemple, qui va permettre donc d'être lu par une machine et de valider ensuite des données techniquement. Alors que le standard avait beaucoup plus vocation à l'origine à donner des bonnes pratiques ou une image un peu conceptuelle de la standardisation des données. Donc le schéma pour moi c'est vraiment l'application technique d'un standard, sachant qu'un standard peut exister sans un schéma en règle générale. Là où un schéma a vocation du coup à être qualifié à la fois de standard et de schéma s'il existe en tant que tel. C'est pour ça qu'on a souvent tendance, nous en interne, à utiliser l'un plutôt que l'autre. Et c'est aussi une question qu'on a sur le plan philosophique. Est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser l'un des deux termes plutôt que l'autre ? Et pour l'instant, on n'a pas encore tranché chez nous. Ouais, nous, comme on a le site schéma.gouv.fr, on préfère parler de schéma qui a une définition un peu plus précise et technique. Effectivement, standard, c'est un sujet, c'est pour englober le sujet de façon plus générale. Voilà. Mais si vous avez une proposition plus précise, n'hésitez pas à la proposer. Je vois qu'il y en a qui sur le chat qui donnent leur définition. C'est un sujet intéressant en tout cas. Comme on l'a dit, nous ça nous passionne. On est là pour parler de ce sujet avec vous. On voulait une autre dimension dont on voulait vous parler. C'était les soucis de qualité. Voilà, comment est-ce qu'on vérifie finalement la question de la validation, comment est-ce qu'on vérifie que un fichier est conforme à un schéma, notamment pour l'agrégation, comment tout ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment fonctionne la validation ? Bien sûr, la majorité de la validation qu'on fait, c'est basé sur le standard Table Schema, le standard international dont je parlais tout à l'heure, sur la donnée tabulaire, donc pour des tableaux globalement. Nous, on utilise des outils qu'on a refait un petit peu maison, qui sont tous basés sur une librairie spécifique qui s'appelle Frictionless, qui là aussi est un outil, un commun international dédié à la validation de données. Et par-dessus cet outil-là, nous, on a bâti des outils qui nous conviennent à nous, notamment la plateforme Validata, qui est une plateforme de validation de données à la volée, c'est-à-dire que vous arrivez sur validata.fr et vous pouvez choisir un standard et un fichier que vous avez chez vous via une URL et directement savoir si le fichier est valide ou non et comprendre s'il n'est pas valide, pourquoi il ne l'est pas, est-ce que c'est un nom de colonne qui ne convient pas, est-ce que c'est une donnée dans une colonne qui ne convient pas. Donc ça fait partie des choses qu'on met en place. Validata, c'est aussi disponible via une API. En réalité, c'est une API sur laquelle on a bâti un front. Donc ça nous permet aussi, nous en interne, mais ça permet à n'importe qui d'appeler l'API de Validata avec un standard, un schéma de données du coup, et un fichier, et d'obtenir une réponse, oui c'est valide, non ça n'est pas valide, avec la liste des erreurs s'il y en a. Et c'est donc un outil qu'on utilise nous tous les jours dans nos scripts qui tournent automatiquement sur data.gouv.fr pour faire de la validation de données et procéder à la consolidation par la suite. Donc ce qui se passe globalement, c'est qu'on va aller scanner toutes les ressources de data.gouv.fr, garder celles qui sont en corrélation avec un schéma spécifique, et ensuite valider ces ressources-là pour s'assurer qu'elles respectent bien les standards en question. Et toutes celles qui respectent un standard spécifique, alors on va les concaténer et publier une version à jour du fichier consolidé. C'est pour ça que nous en interne on utilise aussi cette ficelle de validation dans nos process, mais ce sont des process qui sont totalement accessibles à n'importe qui voudrait faire de la validation en parallèle.
Ouais, des personnes qui demandent les liens, on va vous les mettre. Effectivement, pour être clair, donc il y a la librairie Frictionless Py qui est en Python, et donc il y a un commun numérique qui n'a pas été développé à l'origine par la DINUM, mais la DINUM aime les communs numériques, les utilise et y contribue. Donc c'est un logiciel libre développé à l'origine par la Open Knowledge Foundation, sur lequel, comme l'a dit Pierre-Loup, la brique Validata, donc qui est plutôt une interface et une API qui avait été développée à l'origine par Open Data France, autre acteur central à l'échelle nationale, et on les salue, mais qui a ensuite été maintenu et qui l'est toujours par l'équipe DataGouv, par la DINUM, effectivement. Et donc validata.fr, c'est un site à part. Et sur data.gouv.fr, vous avez la possibilité, quand vous publiez un fichier, dans le formulaire de création et de publication, de choisir un schéma en disant, ce fichier, par exemple, vous voulez publier un fichier sur les bornes de recharge de véhicules électriques de votre commune, si vous êtes un agent de la commune, par exemple, vous allez sélectionner le schéma IRVE, et automatiquement, sur data.gouv.fr, vous allez pouvoir, data.gouv.fr va valider le fichier, en tout cas vérifier la validité, et afficher une information, donc pour que les utilisateurs puissent directement depuis data.gouv.fr vérifier la validité du fichier. Donc vous n'avez pas besoin, à moins de le faire au préalable, effectivement, de valider que votre fichier est bien correct, respecte bien le schéma. Et puis, c'était une autre question, et j'espère que ça a clarifié la question de fichier unitaire, fichier consolidé. Donc, en tant que producteur, vous ne faites que publier un fichier sur data.gouv.fr au nom de votre organisation, au nom de votre commune par exemple, et c'est les systèmes mis en place par data.gouv.fr qui vont récupérer ce fichier et l'agréger avec d'autres. Donc vous, en tant que producteur, vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'agrégation. À partir du moment où vous publiez un fichier de qualité, eh bien vous avez fait votre travail. C'est à d'autres ensuite de concaténer et de faire en sorte qu'il y ait une base nationale par-dessus laquelle il pourra ensuite y avoir des réutilisations publiées sur data.gouv.fr également, donc par exemple des cartographies. Et si vous n'êtes pas dans cette cartographie, c'est que votre fichier n'a pas été agrégé, donc votre travail n'est pas terminé puisque votre fichier n'est pas de qualité suffisante. Voilà, j'espère que sur ce sujet, on a bien expliqué la question de la création, en tout cas les aspects plus techniques, mais les aspects moins techniques également, la question de l'agrégation pour les bases nationales notamment. Et ouais, il y a des questions, on reviendra un peu plus tard sur certaines des questions. Moi, j'aimerais, il nous reste, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Est-ce qu'on parle de... Tu veux qu'on prenne les questions dans l'ordre ? Ouais, bon, on peut prendre les questions dans l'ordre. Quelques-unes, hein. Ouais, très bien, faisons ça. Donc, il y avait une question sur l'articulation des standards de qualité avec l'INSEE. C'est un peu la même question qui rejoint un CNIJ. On peut peut-être répondre de façon générale. Comment est-ce qu'on discute avec les parties prenantes, revenir un peu plus longuement sur ce sujet qui est important. On a parlé de Fabrique des mobilités, Open Data France, des acteurs privés, mais il y a aussi des acteurs nationaux qui font de la qualité et qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps. L'INSEE notamment, effectivement, avec lesquels on n'est pas encore interfacé au niveau de schéma DataGouv, mais qui produit évidemment des standards de données qu'ils utilisent eux-mêmes pour produire de la donnée. Donc ça aussi, ça fait partie de notre feuille de route, d'aller chercher, nous, les entités qui font de la standardisation de données, notamment à l'échelle française, pour les référencer dans le catalogue national. On ne pourra s'appliquer réellement au catalogue national que quand on aura une certaine exhaustivité dans le référencement des standards. Donc c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, vers le rapatriement. Et comme ça, s'il y a un besoin à un moment, normalement le réflexe, on voudrait que ce soit en tout cas schéma DataGouv qui devrait à terme être assez exhaustif sur ce sujet-là. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'articulation avec des schémas et des standards plus internationaux, notamment peut-être schéma.org, si c'est à ça que la personne faisait référence. Effectivement, parfois on a des standards à différentes échelles. On peut avoir des standards internationaux dans lesquels qui encouragent la publication de données selon leurs critères.
La guideline autour de laquelle on essaie de s'accorder en interne, c'est s'il y a un standard qui existe à plus grande échelle, alors on ne va pas nous réimplémenter un standard par-dessus, on va plutôt réorienter vers le standard qui existe déjà, ou en faire une adaptation franco-française, mais la plus proche possible de l'existant à l'échelle internationale. Ce qui arrive par contre dans l'autre sens, c'est que des standards se mettent en place à une échelle plus large, par exemple à l'échelle européenne, sur des sujets qui en France sont déjà standardisés, notamment les bornes de recharge de véhicules électriques. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller vers l'adaptation et le monter encore d'un cran pour, par exemple, ça paraît très bête, mais normaliser les noms des colonnes entre différents pays. Si c'est un standard qui a été fabriqué à une échelle spécifique, alors ça veut dire traduire et donc reformater les données telles qu'elles étaient à l'origine. Donc ce sont des travaux à beaucoup plus long terme en règle générale, mais on reste évidemment vigilant à ces différentes échelles-là pour essayer d'aller chercher de la donnée parfois à plus grande échelle et se calquer sur ces standards-là qui existent et qui préexistent parfois pour ne pas réinventer la roue de notre côté, ça n'aurait pas de sens. Oui, et effectivement les schémas s'appuient aussi sur des normes, un autre mot qui peut être utilisé comme synonyme de standard et de schéma, mais on va le clarifier. Je prends l'exemple très simple des dates. Nous on parle plutôt de format. On a une librairie qui s'appelle FR Format et qu'on vous invite à découvrir. Si vous êtes technicien ou technicienne de la qualité des données, qui permet de... on a une petite dézoom de caméra qui permet de récupérer. Nous, c'est comme une bibliothèque de normes. Donc j'ai cité les dates, mais il y a également les codes sirène, sirette, les numéros de téléphone, code INSEE. En fait, d'un point de vue producteur, quand on fait la validation des données, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, mais en fait, colonne par colonne, on va vérifier les contraintes qu'il y a sur les schémas. Par exemple, si cette colonne elle est définie comme une colonne dans laquelle il doit y avoir des dates, eh bien, notre système de validation va vérifier que les valeurs de cette colonne sont conformes à une norme, qui est une norme ISO, j'ai oublié le nom. Mais voilà, pour vous donner un exemple, on n'est pas producteur de normes, on est réutilisateur de normes qu'on présente sous forme de schéma. C'est un peu comme ça que je le dis. Donc les schémas, vous l'avez compris, c'est pour formater un fichier, typiquement un fichier tabulaire, fichier Excel, CSV. Mais au sein de ces schémas, il y a des normes qui sont utilisées. Et il y a même parfois des librairies qui permettent de vérifier la qualité d'un code INSEE SIRET. Donc sachez qu'il y a déjà des gens, techniciens, développeuses qui créent des librairies pour vérifier la validité de certains formats très précis. Les numéros de téléphone par exemple, il y a aussi une librairie créée par Google pour vérifier qu'un numéro de téléphone est conforme. Et un numéro de téléphone, c'est pas simplement un entier de 10 chiffres. En fait, il y a des codes, il y a des numéros de téléphone très courts, il y a les codes, il y a les numéros de téléphone internationaux. Donc pour éviter de faire des vérifications un peu basiques, eh bien, on essaye de s'appuyer le plus possible sur des normes qui permettent de spécifier précisément et exhaustivement, et c'est un sujet complexe, chaque type de format. Et donc FR Format, c'est un moyen de réutiliser cette librairie plus facilement. J'espère que ça clarifie aussi la question de la gouvernance. En tout cas, on a parlé de la gouvernance des schémas, donc elle est définie schéma par schéma. Un schéma, il est publié sur github.com, mais pas forcément que sur GitHub. À partir du moment où vous avez un dépôt Git, on l'accepte. Vous pouvez publier vos schémas sur d'autres plateformes comme gitlab.com ou auto-hébergé. Et puis, comment les schémas sont créés techniquement. On a donné également quelques exemples à ce sujet. Question suivante. Le lien de FR Format, oui, c'est sur github.com. On va vous le partager. Il y a une question, lien avec l'INSEE dont on parlait tout à l'heure. Vous n'agrégez pas les données issues de l'INSEE. Il y a peut-être une confusion sur les données et les schémas produits par l'INSEE.
Effectivement, les données produites par l'INSEE, l'INSEE fait déjà des agrégations elle-même. Donc on repasse assez rarement sur ces données-là. Nous, on agrège plutôt de la donnée qui serait issue de multiproducteurs, comme c'est le cas, on en parlait tout à l'heure, on donnait plusieurs exemples. Mais quand le producteur est tout seul, entre guillemets, alors ça reste plutôt de la responsabilité du producteur de fournir les différents niveaux d'agrégation, ou bien de réutilisateurs ensuite d'aller croiser de la donnée et de la republier dans le respect des licences en vigueur pour recréer de la valeur, recréer de la statistique, agréger de la donnée et la redistribuer d'une autre façon que celle qui est publiée à l'origine. Mais on n'est pas interfacé avec l'INSEE au point de repartager les données qu'eux-mêmes publient, puisqu'ils en ont la connaissance métier. Une personne nous indique que même une donnée même standardisée peut comporter des erreurs, Oui. avec l'exemple des fichiers fonciers, citadelles, orthophoto rectifiés par intelligence artificielle. Effectivement. Oui, effectivement, une donnée standardisée n'est pas une donnée juste, elle est juste au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on peut vérifier si une date est bonne, mais on ne peut pas vérifier si c'est la bonne date. C'est toujours différents niveaux de qualité qui sont là. On peut vérifier si le fichier a une bonne tête sur le format technique, si le contenu vérifie certains critères, certaines contraintes, là aussi sur le plan technique. Mais côté métier et côté information distribuée, on ne peut pas se substituer à une vérification du producteur de données, sachant que c'est encore une fois, DataGouv n'est pas producteur des données. DataGouv héberge et fait certains processus, certains traitements pour redistribuer la donnée, la repartager, s'assurer de sa conformité, etc. Mais encore une fois, c'est de la conformité sur le plan un peu méta, sur le plan technique. Mais la source de la donnée et sa véracité, c'est vraiment de la responsabilité du producteur. Et parfois, effectivement, on a des retours qui nous signalent des soucis intrinsèques aux données, c'est-à-dire des choses qui vont... vraiment des erreurs dans les données, et généralement on discute ensuite avec les producteurs pour faire remonter ces anomalies-là, et que le producteur les corrige, mais on n'a pas du tout la main, nous en interne, sur les processus qui permettent de générer et de produire les données. Donc on est à la fois producteur de certaines données, réutilisateur de certaines, et aussi évidemment en lien avec les producteurs pour qu'ils montent en qualité, que la donnée monte en qualité, notamment sur les données qui étaient évoquées, les données DVF, les données du cadastre, les données IRVE, etc. Ouais, c'est là où on voit que la qualité des données, c'est un sujet complexe, puisqu'il n'y a pas de définition exhaustive de la qualité. Nous, on outille les producteurs de données et les réalisateurs pour que les données soient de la qualité la plus élevée possible, mais même en allant de plus en plus loin, il reste toujours potentiellement des problématiques de qualité. Je prends par exemple l'exemple des latitudes-longitudes, donc le fait de mettre la localisation par exemple d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques, donc la borne de recharge, sur la localiser précisément. Parce qu'au final, si vous êtes en voiture, vous avez une voiture électrique, la localisation de la borne va être très importante, mais ça peut se jouer à parfois la qualité sur ce sujet-là. Le fait de faire en sorte que les données représentent la borne à l'endroit précis où elle existe réellement sur le terrain, ça c'est une forme de définition de la qualité. Nous, techniquement, on peut vérifier qu'une latitude-longitude, elle correspond effectivement à une latitude-longitude. Ce qu'on fait pour aller au-delà de ça, justement, parce qu'on pourrait très bien se dire que nous, on s'arrête là, mais en fait, on vérifie qu'une latitude-longitude, elle est située sur le territoire français, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est une dimension supplémentaire qu'on a rajoutée avec un format, je parlais tout à l'heure des formats, ça, c'est un format. C'est vérifier non seulement que la latitude-longitude elle est correcte, elle correspond à une latitude-longitude, à une localisation précise, mais aussi qu'elle est sur un territoire défini. Et on repousse toujours les limites de ce qu'on fait, parce qu'on pourrait aussi aller plus loin. On pourrait se dire, est-ce que cette latitude-longitude, elle correspond au code INSEE qui est défini sur la même ligne? Par exemple, une borne, en général, effectivement, on a le code INSEE de la commune dans laquelle se situe la borne. On pourrait vérifier que la latitude-longitude se situe bien sur le territoire de la commune dont le code INSEE est mentionné. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc on peut aller très loin dans la qualité,
Après, c'est une problématique d'outillage. Et en fait, typiquement, ce genre de problème existe assez peu. Les problématiques de qualité, ils sont souvent apparaissent bien avant ce type de détails en fait. Là, je pense que c'est rentré très très loin dans les problématiques de qualité. En général, les problématiques de qualité liées par exemple aux latitudes et longitudes, c'est souvent qu'elles sont inversées. On a la longitude avant la latitude. Ça, c'est un problème qui est déjà extrêmement présent. Donc, on se donne comme priorité déjà de résoudre cela avant d'aller plus loin encore dans la qualité. Mais c'est un long chemin. Et le fait que les données soient ouvertes, comme disait Pierre-Loup, tout le monde peut aller voir les données. Et c'est en faisant des retours, en signalant les problèmes, que les problèmes seront mieux résolus. Donc, plus il y a de personnes réutilisatrices, plus il y a de personnes qui vont être contributrices aussi en commentaire sur data.gouv.fr, sur le forum, sur GitHub, qu'on pourra résoudre les problèmes de qualité. Je vois une question un peu à la volée aussi sur l'utilisation de schémas. La question, je la lis dans son intégralité. Certains schémas imposent des champs obligatoires que nous ne pouvons pas récupérer. Le reste de les données n'est pas faux ou erroné. Peut-on quand même publier sur DataGouv ? À ça, il y a deux réponses, je pense, qui sont très importantes à la fois l'une et l'autre. La première, c'est que si vous devez publier selon un standard ou un schéma de données et que vous apercevez que vous n'avez pas la totalité des données ou que c'est pas structuré de la façon dont vous souhaiteriez, alors c'est peut-être que le standard en question n'a pas réussi à mettre autour de la table assez de parties prenantes pour trouver un compromis qui satisferait l'ensemble en tout cas la majorité des producteurs. Dans ce cas, le mieux, enfin une des premières choses à faire, c'est vraiment de remonter ça. C'est soit sur le forum sur forum DataGouv de publier un message en disant je dois publier des données selon, alors là en l'occurrence c'est le schéma subvention, je dois publier mes données de subvention et j'arrive pas à trouver cette donnée là ou j'arrive pas à la structurer de la bonne façon. Et dans ce cas, le but ça va être de faire évoluer le schéma ou le standard en question. Johan, tu le disais tout à l'heure, c'est pas gravé dans le marbre. Effectivement, lorsqu'un standard émerge, nous on a toujours la volonté de le faire. Un schéma, c'est pas définitif. Il y a une vie ensuite. Et en réalité, la publication, la production d'un standard, c'est une première étape, mais c'est loin d'être la fin de la vie d'un standard ou d'un schéma. Une fois que ce schéma est publié, ensuite il peut y avoir des évolutions qui sont faites avec des versions qui seront mises à jour les unes après les autres. Donc ça peut être des correctifs plus ou moins importants, ça peut être le changement d'une contrainte pour ajouter, supprimer une valeur, ça peut être des changements plus importants comme rajouter une colonne, supprimer une colonne, en renommer une. Et dans ce cas-là, on repasse généralement par des étapes de concertation avec le plus de parties prenantes possible. Généralement, il y a plus de gens autour de la table à ce moment-là, puisque le standard a commencé à prendre un petit peu, et donc on arrive à réunir plus de personnes. Ça, c'est la première partie qui est très importante, c'est de faire remonter ce genre de problématique-là, puisque, encore une fois, ça peut être que juste le standard a été mal conçu, et il vaut mieux un standard qui vit et qui est modifié, et ensuite qui permet de produire de la donnée de qualité, plutôt qu'un standard à côté sur lequel on passerait outre, et on se dirait, je peux pas produire la donnée exactement au standard, je vais publier différemment à côté. Et par contre, une donnée publiée est quand même, même si elle n'est pas standardisée au mieux, c'est quand même mieux qu'une donnée qui n'est pas publiée. Donc si c'est le cas, on vous encouragerait quand même à publier la donnée à côté, en respectant au maximum les contraintes du standard, mais en espérant que sous pas trop longtemps, le standard puisse évoluer pour que vous puissiez publier dans les meilleures conditions en respectant le standard en totalité. Donc c'est vraiment ces deux axes-là, potentiellement faire évoluer le standard de données, et toujours en parallèle publier des données, notamment si vous y êtes contraint, obligé par la loi pour certaines entités et administrations. C'est ces deux axes sur lesquels c'est très important de travailler. Ouais, il ne faut pas prendre la qualité comme un prétexte pour ne pas publier les données, respecter la loi dans la majorité des cas, comme le disait Pierre-Loup. Voyez la qualité comme une étape ultérieure à la publication. Si vos moyens se réduisent à la possibilité de publier des données, eh bien, évidemment, vous pouvez vous contenter de ça et ça sera déjà très bien. Et ensuite, encore une fois, là, dans une logique itérative, de pouvoir avoir des retours sur ça et qu'est-ce qui a amélioré. Ça se discute avec vos réutilisateurs. Nous, on est là pour vous aider là-dessus d'ailleurs. Vous pouvez nous contacter si vous êtes une administration, une collectivité. Sur le forum, aussi sur le support, on peut discuter avec vous pour répondre à vos besoins là-dessus, si vous avez des questions plus précises.
Et puis nous, on n'a pas la légitimité non plus de définir de façon exhaustive les métiers et la qualité des données liées à ces métiers. C'est pour ça qu'on parlait d'acteurs et de parties prenantes. Je reviens un petit peu là-dessus, puisque effectivement, le maître mot, là aussi, c'est la mutualisation. On en parlait dans l'autre table ronde sur les collectivités pour se lancer dans l'open data. Vous pouvez aller la voir. On parlait aussi du sujet de la qualité et des intervenantes et intervenants dans des collectivités. Parler du besoin de mutualiser. Donc si vous êtes dans une commune ou une petite collectivité, vous manquez de moyens, eh bien, vous pouvez vous tourner vers des acteurs à votre échelle régionale, territoriale, ou à l'échelle nationale des acteurs comme Open Data France, Fabrique des Mobilités, la FNCCR, etc., qui peuvent aussi vous aider, vous orienter. Donc nous, on privilégie le travail avec ces acteurs de mutualisation, les OPSN et autres. Par exemple, Mégalis en Bretagne, il y en a d'autres dans d'autres régions. C'est ces acteurs-là qui vont aussi aider à ce que la qualité des données s'améliore. Et qui sont aussi plus légitimes aussi pour parler, puisque ce sont les producteurs réels. Nous, on n'est pas producteurs de données à proprement parler. Il y a une question qui recoupe un petit peu ce sujet-là, sur le fait que la qualité des données, c'est aussi potentiellement augmenter la qualité, enrichir les fichiers. C'est un sujet sur lequel on discute beaucoup en interne, le fait de pouvoir proposer par exemple des outils de géocodage ou d'enrichissement, de dire si je mets un code INSEE, alors ça remplit automatiquement le nom de la commune, ce genre de choses. C'est des problématiques qui se posent sur deux plans différents, parce qu'on a en réalité à la fois une contrainte technique, de se dire comment est-ce qu'on implémente ça, à quel endroit est-ce qu'on le met, et aussi une problématique au niveau de la production de données, puisqu'on devient en quelque sorte coproducteur de la donnée à ce moment-là. Et donc effectivement, c'est une montée en qualité qui serait très importante, de pouvoir avoir l'introduction de champs, notamment de champs pivots, pour pouvoir ensuite faire des croisements de données entre différents référentiels. C'est quelque chose qu'on a totalement en tête et sur lequel on travaille et on travaillera dans les prochains mois pour essayer d'amener ça au niveau de la production de données et de permettre d'enrichir la donnée directement à la source en amont de la publication. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait actuellement plutôt a posteriori sur certains jeux de données qu'on considère vraiment d'intérêt crucial, premium, pour lesquels on va, nous, équipe DataGouv, enrichir les données, croiser avec d'autres données. Par exemple, je pense aux demandes de valeur foncière, les données DVF, qui doivent parler à un certain nombre d'entre vous, je pense, qui sont publiées par la DGFiP dans un format qui est relativement... Enfin, qui est propre, mais qui n'est pas très facile à ingurgiter par une machine, et dans lequel il manque certaines données. Par exemple, il manque la géolocalisation, et donc nous, on prend le parti de republier ces données-là avec des informations complémentaires dans le jeu de données DVF géolocalisé, sur lequel nous, on se base derrière pour faire notre applicatif, que vous connaissez aussi peut-être sur Explore DataGouv. Et donc ça fait effectivement partie de notre feuille de route d'être capable d'enrichir des fichiers, notamment sur le plan géographique, pour permettre des croisements simplifiés avec beaucoup de choses, et aussi de monter en qualité pour se rendre compte que peut-être il y a des problèmes. Si on a des données contradictoires sur une même ligne, ça peut totalement poser problème, et on est totalement conscient de ça. On parlait tout à l'heure du CNIJ, il y a un autre acronyme, les CRIJ. Si vous ne connaissez pas les CRIJ, ce sont les centres de ressources en information géographique. Il y en a un dans chaque région, effectivement, c'est mentionné dans le chat. Voilà, un autre acteur de mutualisation à l'échelle nationale. On salue évidemment toutes les sigistes dans les administrations, qui sont clairement les fers de lance de la qualité des données, qui travaillent dessus depuis très longtemps. On parle des normes Inspire, etc. Donc voilà, ça fait beaucoup d'acteurs vers qui vous pouvez vous tourner. Et évidemment, l'équipe DataGouv à votre disposition. La question suivante... J'en vois une sur, en tant que consommateur d'open data, est-ce qu'on peut être alerté sur l'évolution d'un standard ou d'un schéma ? Pour tous les standards schémas qui sont référencés sur Schéma DataGouv, il y a un onglet Actualité qui permet du coup de voir quand ont été mis à jour les différents standards et les différents schémas qui sont référencés sur le catalogue. Encore une fois, c'est pas encore exhaustif, il manque des standards qu'on essaye d'aller chercher progressivement. Et vous avez aussi des flux RSS qui vous permettent d'être avertis dans le cadre d'une mise à jour. Donc vous avez un flux RSS global si vous voulez être averti de la totalité des mises à jour sur tous les standards de la plateforme, et des flux RSS spécifiques sur chaque standard qui sont référencés.
et qui vous permettent donc d'être avertis uniquement des modifications qui seraient faites, des montées de version en réalité, qui seraient faites sur les standards en question. Donc ça c'est un moyen assez simple d'être averti sur une modification de standard. Ouais. Il y a une question, il peut être intéressant d'adjoindre la documentation des variables, donc le schéma de données, à partir d'un fichier. Effectivement, et on a un outil pour ça. C'est le moment où on parle très rapidement de Grist. Grist, si vous ne connaissez pas, donc c'est un outil qui permet de gérer un fichier tabulaire de façon collaborative, donc typiquement Excel, mais à plusieurs. C'est un logiciel libre, il est gratuit, et l'équipe DataGouv a développé un plugin qui permet de récupérer des données depuis DataGouv, en gros, et dans l'autre sens, de publier des données sur DataGouv. Donc, notamment, ça permet, en récupérant à partir d'un fichier ou d'un schéma, de définir sa structure. Et ensuite, ça vous permet de republier, de valider les données et de les republier sur DataGouv. Donc je pense que ça, c'est un bon outil. En tout cas, on vous invite à le découvrir. Il est assez expérimental, il est plutôt destiné aux administrations et aux agents dans les administrations. Mais là aussi, il permet d'outiller la qualité dans un outil qui est très très puissant, qui vous permet d'automatiser beaucoup de choses, qui vous permet de gérer vos données, de les produire, de les faire vivre, et de les publier directement depuis un lien. Donc ça vous permet de simplifier votre travail sur les données par rapport à l'existant qui est souvent Excel, dans beaucoup d'administrations, beaucoup de collectivités qui ont peu de moyens, qui ont seulement la suite Office. Bien, vous avez cet outil que vous pouvez utiliser gratuitement. La NCT peut vous proposer gratuitement une instance dans laquelle vous pouvez créer des comptes. Vous pouvez vous connecter avec ProConnect. On vous invite à regarder la suite territoriale. C'est vraiment un moyen aujourd'hui d'avoir une interface pour faire de la donnée de qualité et qui est ouverte, qui plus est. Donc vraiment d'une pierre deux coups. Et le plugin qu'on a développé, si vous avez des retours à nous faire, on pourra l'améliorer dans le temps. Comme je disais, c'est encore un prototype, mais on croit vraiment à cette possibilité nouvelle. Je vois une question aussi sur le fait de référencer des schémas directement et de pouvoir se faire moissonner sur un standard. Effectivement, alors il y a deux choses là-dessus. La première, c'est si vous publiez vous-même un fichier dont vous êtes peut-être le seul producteur, la seule entité productrice, et vous voudriez avoir un standard directement, par exemple un schéma de données qui lui serait adossé sans forcément que ce soit référencé sur schéma DataGouv, juste en tant que documentation, vous pouvez utiliser CSV Detective, qui est une brique technique qu'on utilise beaucoup en interne pour faire tout un pan de la qualité de la donnée, et qui permet de générer un table schema, donc un fichier, un schéma table schema, à partir d'un fichier, à partir de l'analyse de ces colonnes. Alors c'est pas parfait, il y a plusieurs choses qu'on va pas forcément détecter, notamment des contraintes, certains types de contraintes sur les colonnes, mais ça peut vous permettre d'avoir un premier jet assez facile sur lequel vous pouvez itérer par la suite et ensuite publier ce fichier-là en tant que documentation sur DataGouv. Ça, c'est une très bonne pratique. Évidemment, c'est un sujet qui se pose pour des producteurs de données qui sont quand même assez avancés pour se poser des questions plus au niveau de la publication de la donnée, mais au niveau carrément de la publication des métadonnées associées. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est effectivement la mention du standard D4, standard international sur la publication en open data. Effectivement, il y a une métadonnée D4 qui s'apparente à un standard de données qui actuellement n'est pas totalement moissonné par DataGouv, qui ne permet pas de s'interfacer proprement. On est bien conscient de ça et on essaiera en tout cas c'est dans notre feuille de route, de mieux moissonner les métadonnées de standardisation pour les inclure et faire en sorte que la métadonnée standardisée remonte au niveau de la ressource. Et également, ça fait partie de notre feuille de route de potentiellement inclure les standards dans DataGouv plutôt que d'avoir ça sur un catalogue annexe à côté, de créer un objet standard comme on a créé un objet API il n'y a pas si longtemps, pour intégrer vraiment le cycle de vie des standards de données à la plateforme DataGouv. Ça, c'est dans les tuyaux, mais pas forcément pour tout de suite. Une question, je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions avant de clôturer. En lien avec le secteur culturel, data tourisme,
Est-ce que notre mission, c'est aussi de faciliter les échanges et la montée en compétences des acteurs qui travaillent sur les schémas? Donc, c'est un peu la question de la gouvernance. Comment, à nouveau, comment on anime ce... Pour revenir là-dessus, très rapidement. Tu veux donner un... Ouais, oui, c'est pour complémenter. Hein, ça, je pense que c'est le sujet de la gouvernance et c'est, comme on disait, schéma par schéma, politique publique par politique publique, qu'on essaye de trouver les acteurs les plus légitimes, de façon qui auront une légitimité à dire, telle politique publique, les acteurs qui produisent des données doivent la publier de telle façon. Parce qu'un schéma, ça revient à ça. C'est standardisé, c'est un peu contrôler et être... avoir une forme de contrôle sur comment les données vont être publiées. Donc nous, on oriente, on prescrit, on conseille, on anime plutôt sur la partie technique, on donne un cadre et on oriente effectivement vers les acteurs les plus légitimes et pertinents de façon, encore une fois, nous, notre objectif, c'est que les schémas ils trouvent des réutilisateurs et que du coup, il y ait de plus en plus de données de qualité. Donc nous, c'est notre objectif. On ne va pas remplacer les acteurs quels qu'ils soient. Et on veut travailler, comme c'est notre métier, à la DINUM, de façon interministérielle, inter-acteurs et en concertation. Voilà, je pense que ça répond à la question. Donc si vous êtes un acteur qui a une pertinence sur un sujet métier, par exemple, on a parlé de la mobilité, mais il y en a plein d'autres, l'énergie, c'est un sujet, par exemple, sur lequel on travaille relativement peu actuellement. Si vous êtes un acteur qui travaille sur ce sujet et qui a une légitimité à prescrire certains schémas dans ce domaine, on est prêt à vous aider aussi à ce que des schémas se créent dans ce domaine. C'est un exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. On remercie tout le public. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux. On remercie l'équipe, notamment Tana et Antonin qui nous ont aidés à vous répondre mieux et à l'organisation. Merci Pierre-Loup. Merci Johan. Et pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit sur le forum ou notamment sur le forum en réalité, pour des questions. Évidemment, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup.